Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Nous recevons pour vous ce matin le Dr Valérie Idossou, secrétaire général du parti UDBN, un parti qui, il y a quelque temps, de façon unilatérale, a dénoncé cet accord de fusion ou de mise ensemble. C'est selon qu'on pensait gravé dans du marbre avec le bloc républicain. Avec elle ce matin, nous allons parler de cette sortie quelque peu tonitruante du bloc républicain, revoir, en tout cas avec elle, faire une revue des réelles motivations et des aspirations nouvelles de ce parti dans la perspective des prochaines élections législatives de janvier 2023. J'anime cet entretien avec Angèle Toboula. Angèle, bonjour. Bonjour François-Xavier Demont, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà. Docteur Idossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'honorer ce rendez-vous. Merci. C'est l'UDBN qui est honoré d'être invité sur votre plateau. L'UDBN nouveau ou l'UDBN L'UDBN tout simplement. L'UDBN tout simplement. Exactement. Alors, on ne saurait démarrer cet entretien, madame Idossou, sans revenir sur tout ce qui s'est passé avec le bloc républicain. Un peu comme Xavier le disait tout à l'heure, quelles sont les réelles motivations de votre excite du bloc républicain? Merci, madame Angèle. Quand vous parlez de réel, c'est comme s'il y en avait qui ne soient pas réels. Nous avons eu ce projet noble de nous mettre ensemble. D'ailleurs, je me rappelle ici sur votre plateau, une fois, vous étiez en train de me demander pourquoi est-ce que vous ne continuez pas à faire cavalier seul et tout. Et beaucoup d'autres personnes nous le disaient également. À un moment donné, on a trouvé que l'expérience valait la peine d'être faite. Nous l'avons commencé, mais nous ne l'avons pas achevé. Nous ne l'avons pas achevé parce que cet accord avec le BR, qui est un accord de mise ensemble, devrait suivre un calendrier. Il était prévu que les membres de l'UDBN, notamment ceux qui étaient responsables dans nos structures déconcentrées, parce que nous avions, comme tous les autres partis, des structures déconcentrées, puissent intégrer les structures du BR. Et il y a un comité qui a été mis en place à ce sujet. Moi, je faisais partie de ce comité-là aussi, qui a été mis en place. Et je peux vous dire que des mois durant, nous avons eu l'impression qu'on nous tournait en rond. Des fois, nous avons alerté. Des fois, nous avons tempêté, sans que vos caméras ne soient là, pour dire, mais on ne comprend pas. Mais pourquoi on tempêtait? On tempêtait parce que lorsque vous allez à ce type d'accord, vous avez vos militants derrière. Et c'est parce que vous avez convaincu vos militants d'y aller que vous êtes allé là-bas. Alors, quand ils vous posent des questions de savoir qu'est-ce qui se passe avec cet accord, nous sommes au niveau de nos communes, au niveau de nos arrondissements, au niveau de nos quartiers de ville, nous voyons comment les structures du BR fonctionnent autour. Nous ne sommes associés à rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on vous pose ces questions, alors que vous êtes responsable d'un parti et que vous avez conduit le parti à un accord, vous devez réfléchir. Et c'est ce que nous avons eu. Je profite de votre caméra pour dire que c'est ça la vérité. Les responsables de nos structures, à la base, à un moment donné, commençaient par s'inquiéter. Et on était obligé de les rassurer, de leur dire que ça va évoluer, ça va avancer, on suit les choses. Et quand ils reviennent à la charge, nous aussi, on essayait d'alerter de l'autre côté. Vous imaginez que dans ce comité mis en place, quand on y va,
Je ne suis pas allée toutes les fois, mais nous avons quand même un retour à chaque fois. Quand on y va, on entend des versions nouvelles, on entend des appréhensions nouvelles, comme si les responsables du BR qui étaient dans la commission ou le comité n'avaient pas les mêmes compréhensions de cet accord. Il y en a même qui ont dû se ranger, si vous me permettez l'expression, parce que on a eu l'impression qu'à un moment donné, ces personnes-là étaient dépassées par les événements. On avait eu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient dans les coulisses, sans nous bien sûr, et qui mettaient les gens dans une situation inconfortable. Et après plusieurs alertes, nous avons demandé à nos structures de rendre compte officiellement, d'écrire ce qui peut justifier, par exemple, le retrait. Il y a eu une démarche, il ne faut pas se leurrer, et les responsables au niveau des communes ont écrit pour faire un rapport sur la situation de la mise ensemble dans leur commune, pour faire un point de la situation de la collaboration avec le BR sur leur territoire, et c'est remonté au niveau des coordinations départementales et c'est venu au niveau national. Ce n'est qu'après ça qu'on s'est dit, puisque à chaque fois on avait déjà alerté, ce n'est pas qu'on s'est levé et qu'on a arrêté du jour au lendemain. À un moment donné, c'est même la présidente Claudine Prudencio qui nous disait non, puisqu'il y avait un calendrier qui devait se dérouler pour les mises ensemble. On était là subitement quand le calendrier a été suspendu. Ça a provoqué un remue-ménage au sein des militants et c'était encore elle qui disait « calmez-vous, c'est pour le bien, ça va se faire, ça va se faire ». Quand vous rassurez des militants qui travaillent à la base, bien sûr, parce que c'est le travail des militants qui fait le parti. Sans leur travail, vous ne pouvez pas dire que vous êtes responsable d'un parti. Et quand ce travail a été fait, on a pris une décision de suspension. On a écrit au BR pour dire qu'on suspendait. Mais suspendre et rompre totalement un contrat, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Mais nous avons vu tout de suite après certaines personnes, certains individus du BR se sont comportés par rapport à cette note de suspension. Et ça n'a fait qu'amplifier les préjugés ou ça n'a fait que confirmer les hypothèses qu'on croyait des préjugés, qu'on pouvait ranger en ce moment-là dans la catégorie des préjugés. Ça a permis de dire que c'est des hypothèses qui sont valides. Les gens ne voulaient pas de nous. Et ce qui nous a le plus choqué, c'est que la coordination du BR même n'a pas pris position officiellement. C'est aussi ça le problème. Les gens qui ont pris position, qui ont parlé, est-ce que ces personnes-là ont parlé au nom du BR? On ne saurait le dire. Nous, avant d'entrer au BR, nous avions des attaches, nous avons des parents. Moi, si vous connaissez ma zone, vous saurez que j'ai beaucoup de parents au BR. Et déjà, on entendait dire c'est mal coordonné, ça se joue pas bien et tout. Ces têtes de pont qui ont pris parole, ce ne sont pas des culs-d'âme, ce sont quand même des personnalités qui ont une certaine position. Oui, mais ils ont parlé au nom. Est-ce qu'ils ont parlé au nom du BR? La question reste posée. Peut-être on va demander cela au BR. En fait, quand on a envoyé une décision de suspension qui n'a pas été envoyée en l'air, bien sûr, comme j'étais en train d'essayer de l'expliquer, quand les gens ont commencé par réagir, alors nous, ça nous a surpris. On s'est dit, ah, tiens, ça veut dire qu'il n'y aura même plus une table de négociation. Si les gens réagissent comme ça, s'ils nous traitent comme ils nous ont traités, c'est qu'ils ne voulaient pas vraiment de nous, ou qu'ils avaient des intentions dont nous ne pouvons pas comprendre les fondements. Alors, quand c'est comme ça, la meilleure décision était celle de notre retrait définitif. N'est-ce pas un peu trop facile peut-être? Françoise Xavier va vous relancer là-dessus. Vous accusez le Bloc républicain d'être impassible ou passif par rapport à votre retrait. Mais comment êtes-vous allé à cet accord? Parce que pour ce qu'on sait,
pour faire accord, il faudrait un congrès de dissolution du parti. On n'a pas eu de congrès de dissolution de votre parti, par exemple. Donc, madame, comment êtes-vous allée à cet accord avec le Bloc républicain? Je voudrais d'abord dire que la façon dont nous sommes allés est une façon prudentielle. Et vous l'avez remarqué à la suite. Il y a des décisions stratégiques qui se prennent avec tact quand on est responsable d'un parti. À un moment donné, on a dû concerter des gens pour savoir ce qu'on devrait faire. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas entendu parler d'un congrès de dissolution. Heureusement que le Bloc républicain vous prenne peut-être un peu plus au sérieux. Mais heureusement qu'on ne l'a pas fait. Je pense que notre présidente est un animal politique aussi. Donc vous n'êtes pas parti totalement conquis non plus. C'est un calendrier. Nous sommes partis pour une mise ensemble. Il n'y a que la finalisation de la mise ensemble qui consacrerait notre intégration réelle au Bloc républicain. Et je pense que toute chose qu'on fait dans la vie, on doit la faire de manière réfléchie. C'est un peu ça. Heureusement d'ailleurs que nous ne nous sommes pas pressés pour dire nous allons à un congrès de dissolution de notre parti. Heureusement pour nous d'ailleurs. Heureusement pour nous. Nous avons voulu attendre la concrétisation de ce rêve de mise ensemble pour le faire. Ou pour, même si on ne le fait pas publiquement, on aurait envoyé quand même un courrier officiel acquis de droit pour dire la dissolution peut être consommée. C'est pour vous dire que quand on veut prendre certaines décisions, on fait du lobbying, on fait des consultations et on y va, on prend des risques. Et quand on a pris des risques, quand on a endossé beaucoup de choses, on est également en mesure après d'endosser les responsabilités et de refaire de nouvelles choses pour rééquilibrer. En l'occurrence, dans ce cas précis, c'était des risques calculés parce que tout le monde a été surpris. Je pense que vous en conviendrez avec moi que vous ayez encore le récépissé en joker. Donc, on s'est dit, bon, ils y sont allés, mais avec des arrière-pensées. Peut-être aussi que ça a pu jouer dans la mésentente qu'il y a pu avoir. Ou... franc jeu. Et puis, ce n'était pas planifié. Je pense qu'il faut voir en toute chose une démarche. On est allé dans une démarche. L'accord dit mise ensemble. C'est d'ailleurs le BR même qui au départ disait que leur test ne permettait pas de faire une fusion. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et donc on a dit, bon d'accord, nous on est un parti autorisé, vous le savez très bien. On a respecté tous les tests de la République pour pouvoir être là. Donc, en fait, on est considéré comme des partis ayant les mêmes droits, ainsi de suite. Vous partiez sur le même pied d'égalité. On partait sur le même pied d'égalité. Donc, on pouvait parler que d'une mise ensemble. Dites-moi, si on fait une mise ensemble, qu'est-ce qui concrétise la mise ensemble? C'est le fait de dire, désormais, nous appartenons au BR. Est-ce que c'est ça qui concrétise une mise ensemble? Nous avons mis dans cet accord ce qui va concrétiser la mise ensemble. Et puisque le BA a essayé de jouer avec nous et que nous avons eu nos militants au dos, nous avons également pris nos responsabilités. Donc, il ne s'agit pas des raisons réelles, il s'agit simplement des raisons. Parce qu'il n'y en a pas de fausses. Il n'y en a pas de fausses. Voilà. L'autre question par rapport à cette tentative de mise ensemble, on se demande si c'est juste pour une histoire, parce que vous l'expliquez, juste pour une histoire entre griffes, sans être péjoratif, une histoire de place et de marge de manœuvre dans l'appareil du BR qui ont motivé, parce que de toutes les explications que nous avons là maintenant, c'est ce qu'on peut retenir, c'est ce qui ressort le plus concrètement.
une histoire de place, de marge de manœuvre dans... Le manque d'association aux décisions du bloc républicain, justement. Et à cet effet, j'appuie François-Xavier, à cet effet, nous avons eu le secrétaire administratif permanent du bloc républicain qui évoquait le sujet. Et il s'est interrogé sur un aspect assez important. Comment vous faites partie d'une masse et vous demandez qu'on vous associe en tant que parti politique? Je pense qu'il était complètement dans, je ne sais pas, je ne veux pas le juger, ce monsieur, sa réaction faisait partie des réactions qui, moi, m'ont le plus choqué. Pour le coup, sans vouloir vous arrêter, c'était pour le coup une réaction officielle, puisque c'était le secrétaire administratif du bloc républicain. Bon, administratif, avez-vous dit? Administratif, avez-vous dit? En fait, en tant que simple militant, on n'avait peut-être pas à dire pourquoi vous ne nous associez pas, même si on a le droit de le dire. Mais je vous redis que dans l'accord, il était prévu que les organes qu'on avait, puisque le DBN était aussi organisé, et peut-être même mieux que le BR, c'était conclu que on puisse intégrer les organes du BR. C'est ce qui était conclu. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? Là était la question. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que le comité qui a été mis en place là, quel est le résultat que ce comité-là a pu avoir et dans quel délai? C'est ça. Les gens qui sont dans le BR, les responsables du BR, c'est des gens que moi je respecte beaucoup. C'est des têtes pensantes. Et on s'est posé, finalement, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas fait à dessein, puisqu'il y a les joutes électorales qui viennent. Si ce n'était pas prémédité de dire, mais comment ils sont venus et maintenant, est-ce qu'on est obligé de les intégrer? Comment on va faire pour gérer tout ça? J'ai eu l'impression... On parle de la politique, Madame Idossou. Oui. Tout militant apporte forcément quelque chose. On ne peut pas vous minimiser à ce point. On a comme l'impression que là, vous faites un peu le procès du bloc républicain avec toutes les frustrations derrière. Mais c'est clair. Imaginez, moi, j'étais secrétaire général de l'UDBN avant la mise ensemble. Je le suis encore maintenant parce qu'on est toujours UDBN. On a voulu organiser une formation au profit des membres pour la propagande, pour vendre le BR, ce qui était un bon projet. Je ne peux pas vous dire où j'ai appris l'information, sur les réseaux sociaux, et j'étais bénéficiaire de la formation dans un arrondissement. Vous comprenez un peu ce que je suis en train... C'est un peu ça. En fait, on s'est demandé, mais ces gens-là, ils ne finissent pas de faire ce qu'on a prévu de faire ensemble. On leur reproche cela. On attend de nouveaux calendriers, mais silence radio. Quand ça fait un mois et qu'on n'a pas de retour, on relance silence radio. Finalement, on s'est posé la question de savoir si on n'était pas dans un marché de dupes. Donc, on a dû prendre nos responsabilités. Ce n'est pas qu'on en demandait trop. Moi, je suis allée à cette formation-là. Je suis restée très calme dans la salle et j'ai écouté tout ce qui se disait. On m'a mis avec 2 jeunes pour travailler dans un quartier. Ça ne m'a pas dérangé. Mais ce qui nous dérange, c'est que faites-vous du contenu de l'accord? Il y a eu d'abord des questions statistiques. Nous sommes allés chercher nos résultats de la Sénat pour montrer que nous étions plus forts dans telle commune que dans telle autre, pour qu'on puisse savoir quelle proportion de membres on allait pouvoir accepter que l'UDBN apporte par rapport à tel organe ou à tel autre. Ça a pris le temps que ça a pris. On a trouvé maintenant un modus vivendus et après on n'a pas compris pourquoi, alors qu'un calendrier avait été donné par le secrétaire général du BR, ça a été suspendu en cours de chemin, sans explication. Donc vraiment, vous savez, quand on n'a pas les informations ou quand on n'a pas les bonnes informations,
on peut s'imaginer ce qu'on veut. Vous ne vous êtes pas senti respecté pour cet accord? Non, les clauses de l'accord n'ont pas été respectées. Et nous avons, à cause du dilatoire, quelquefois nous avons pensé que c'était fait à dessein. Et il y a eu des alertes. S'il n'y avait pas eu d'alerte et qu'on s'est réveillé un beau jour pour dire on leur envoie une notification de suspension, je pourrais comprendre. Et cette notification de suspension est venue des plaintes que nos militants, notamment les responsables que nous avions déjà auparavant, nous ont remontés. Donc vraiment, on n'avait pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Alors, depuis lors, il y a, voilà, quand on scrute quelque peu les déclarations des responsables, la présidente y compris, on sent quelques velléités de règlement de compte, on parle de mariage forcé, on parle de... En tout cas, on peut dire que le discours s'est quelque peu crispé, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de votre ancien allié. Est-ce que, bon, on peut imaginer que ce soit de bonne guerre, mais en temps, est-ce que de l'eau a coulé sous les ponts? Est-ce qu'aujourd'hui, puisque une chose est sûre, vous soutenez tous l'action du président de la République, son Excellence Patrice Talon, est-ce qu'on peut dire que voilà, le calumet de la paix est fumé ou on est encore dans cette passe des invectives? Je pense que on s'est exprimé tout simplement. Il fallait vider. On s'est exprimé tout simplement en rapport avec ce qu'on a vécu. Nous sommes des êtres humains et les gens du BR également se sont exprimés. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre. Non, nous soutenons tous l'action du président Patrice Talon. Nous allons continuer par le faire. Et comme je vous le dis, chacun d'entre nous a toujours des amis ou des parents de l'autre côté. Ce n'est pas la guerre, ça c'est clair. Mais nous découvrons des gens sous des jungles et c'est ça qui nous déçoit. Mais ça nous permet de prendre, comment dirais-je, des décisions. Ça nous permet aussi de savoir à quoi nous attendre. Ça nous permet également d'analyser le fait que les anciennes pratiques politiciennes n'ont pas disparu, malgré que l'environnement politique ait changé, malgré, comment dirais-je, cet assainissement voulu par le peuple béninois. Il semblerait que certaines pratiques n'aient pas disparu, parce qu'après, on a vu comment, suite à cette décision, nos gens ont commencé par être débauchés progressivement. Mais c'est du ridicule à la fin, parce que aujourd'hui, le BR se rendra compte que les gens qui sont partis de l'UDBN et qui ont voulu montrer qu'ils ont du monde derrière, leur ont vendu du vent, tout simplement. Je ne sais pas si ça... Oui. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Parce que imaginez un coordonnateur départemental qui se plaint et qui porte derrière lui les coordinations de circonscription électorale, les coordinations communales et tout ça, et qui fait un rapport pour dire non, 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 ça ne va pas. Vraiment, on ne peut plus. Madame, sauvez-nous. Madame la Présidente, sauvez-nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les décisions qui ont été prises là, on les a discutées. On a échangé, ce n'est pas des décisions qui sont venues de façon unilatérale. C'est eux, ces responsables-là, qui ont dit que ça ne va pas. Et ont appelé au secours. Mais vous comprenez que parmi eux, après, il y a des gens à qui on a même tendu des micros, qui ont dit des choses publiquement. Quelques 2 semaines après, parce qu'ils auraient reçu des miettes, ont changé de discours. Des miettes, vous parlez d'argent? En tout cas, je parle des miettes. Vous pouvez comprendre ça comme vous voulez, mais nous, moi, je suppose que ce sont des miettes. Et ont radicalement changé leur discours. Après, il y en a même qui, après avoir pris les miettes, ont écrit à d'autres, parce que dans un parti, on a toujours des amis. Ah, je ne savais pas, j'ai pris 300 000. Ah, je n'ai même pas pu payer tous ceux qui sont venus à la rencontre. Vous vous rendez compte que ce sont des accusations graves? Je n'ai pas encore appelé de nom et je n'en appellerai pas, mais c'est des situations réelles que nous avons vécues après avoir dénoncé cet accord qui n'était pas respecté.
Le BR a commencé par débaucher les nôtres. C'est la stratégie qui a été utilisée et je trouve que c'est une ancienne pratique. On a fini avec ça, et si avec des miettes, et si avec des promesses fallacieuses. Et si les gens viennent vendre du vent parce qu'ils estiment qu'ils peuvent avoir quelque chose du BR, le BR se rendra compte. Et vous avez vu, nous sommes partis dans un bon timing. Dès que nous avons fait ça, le tourbillon a commencé autour du BR. Et ça ne s'est pas arrêté. Les gens qu'ils ont débauchés, ils ont totalement le droit parce que la politique, c'est une question de conviction. Et nous pensons à l'UDBN, que nous sommes convaincus que les valeurs morales peuvent se vendre en politique. Ceux qui ne pensent pas que ces valeurs morales peuvent se vendre en politique peuvent continuer leur jeu, mais il y a un noyau qui restera. La verve avec laquelle vous le dites, on sent que vous êtes touché. Mais moi, je veux bien vous relancer sur votre propre propos. Comment on peut débaucher des militants qui ont fait leur adhésion déjà au Bloc républicain, madame? Écoutez, je dis que la mise ensemble n'était pas terminée. Donc, le processus n'était pas terminé. Il y a forcément eu des militants qui ont adhéré, puisque l'adhésion est individuelle. Non, justement, nous n'avons aucun militant n'a adhéré au BR. Nous sommes partis collectivement au BR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous suspendons l'accord, c'est comme si nous retournons collectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Demandez-leur ceux qui sont partis s'ils avaient une carte BR au moment où ils partaient. Non, on n'avait pas. La vérité ne peut pas se cacher. Même si on la cache, puisque la vérité est lumière, elle finit par se faire savoir. Personne parmi nous n'a pris de carte BR. On est allés ensemble. Un parti est allé avec un autre pour en faire toujours un parti. Vous voyez ce que le PRD a fait? C'est justement en se servant de notre exemple que le PRD a pu faire ce type de négociation. Mais qu'à cela n'en tienne, c'est une expérience. On continue. Mais ce qui a été intéressant, c'est ce tourbillon-là que le BR est en train de vivre depuis quelques semaines. Notre timing était le bon timing et ils doivent se mordre les doigts d'avoir pensé qu'en nous vilipendant de cette manière, en disant même que ces personnes-là sont venues nous distraire, en utilisant ces mots devant la presse, je pense que le BR avait vraiment exagéré par rapport à certains propos. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Et puis, puisque c'est la politique, ceux qui veulent continuer à l'UDBN le feront. Et ceux qui ont décidé de continuer leur chemin avec le BR aussi le feront. La vie, c'est la liberté, la démocratie, qui plus est. Voilà. Au lendemain de cette, on va dire, de cette sortie unilatérale du BR, n'avez-vous pas eu l'impression d'aller un peu à rebours de la tendance du moment qui fait que les partis continuent de se rassembler? N'avez-vous pas, vous félicitez il y a quelques instants d'avoir ouvert quelque peu la vanne au niveau du BR. D'aucuns dans le sillage de la sortie de l'UDBN ont pointé du doigt à ce moment-là précisément voilà, la faillite, l'échec de la réforme du système partisan. Est-ce que vous ne pensez pas avoir été quand même en posant cet acte lancer un mauvais signal? Je voudrais profiter de votre antenne pour dire que l'UDBN s'est conformé, n'est-ce pas? L'UDBN s'est conformé. Donc, considérez l'UDBN comme un grand ensemble aussi. Parce qu'il y a très peu qui se sont conformés. Et avant même d'aller, de vouloir se mettre ensemble avec le BR, imaginez combien de personnes sont venues vers nous. Je ne sais pas si vous avez observé un temps, comment est-ce que des gens sont venus d'autres partis rejoindre notre parti. Et donc, il vaut mieux considérer que nous sommes un grand parti. Il vaut mieux ne pas nous sous-estimer. Et nous allons continuer par travailler à ce que ça devienne encore plus grand. Et je voudrais également profiter de votre antenne. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être au Bénin et d'avoir un parti qui soit dirigé par une femme? Avec le contexte international de la prise en compte du genre dans tout, il faut être heureux de ça. Ne franchez pas les barrières. Oui, nous sommes heureux. Il faut être heureux de ça, et il faut travailler. Ça ne fait pas un programme. Oui. Ça ne fait pas un programme, le fait que ce soit dirigé par une femme. C'est bien. Si, bon, ça ne fait pas un programme, oui, mais ça permet la prise en compte des besoins sensibles aux femmes. C'est ce que nous oublions. Si nous avons
vous voyez, nous avons peut-être 16 partis qui ont été légalement reconnus. Combien sont dirigés par une femme parmi ces partis-là? Les gens doivent plutôt affluer vers l'UDBN pour que le Bénin rayonne sur le plan international. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans parler du genre. On ne peut plus rien faire sans parler de la budgétisation sensible au genre. On ne peut plus rien faire. Même le Bénin également s'est engagé pour que, et tout ce que le président de la République a fait, d'ailleurs même, pendant qu'il faisait sa campagne pour être réélu président, il a mis l'accent sur la promotion qu'il fera de la femme. Et il a commencé depuis mai 2021. Il a posé des gestes forts qui ont montré que, en tout cas, son cœur bat pour la femme béninoise et il veut que la femme béninoise s'épanouisse davantage. Donc vraiment, l'UDBN est un grand parti. L'UDBN est un grand parti. Nous ne disions pas le contraire, nous n'avons jamais dit le contraire sur ce plateau. Donc on comprend que, parce que le timing n'est jamais anodin en politique, on comprend bien ce que vous expliquez. Ce qui est sûr, nous avons les législatives dans quelques mois, donc vous affirmez sur ce plateau que vous y allez en solo. Parce qu'en temps également, dans le sillage de votre sortie du BR, il y a eu quelques rumeurs, vous envoyant de l'autre côté, vers l'UP. Ça... ou intox? Intox. Maintenant, si vous me donnez la preuve ici que nous avons tenté de faire quelque chose... Peut-être que le PRD vous a grillé la politesse Non. Non. Le PRD nous a... Grillé la politesse avec l'UP? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est vrai, il y a eu des rumeurs. Et nous avons eu des amis qui nous ont interpellés depuis l'international pour dire nous avons appris que vous voulez aller dans l'UP et tout. Il n'en était encore rien. Donc vous voulez rester pour le moment seul. Le temps peut-être d'élargir le champ pour pouvoir voir mieux à l'horizon. Nous voyons déjà mieux, madame Angèle, nous voyons mieux. Nous voyons mieux. Nous sommes un parti, nous allons travailler à ce que, à drainer davantage de personnes. Si c'est ce que vous voulez nous dire, nous prenons ça comme un conseil et nous travaillons à cela. Mais imaginez que nous sommes un petit parti, donc il nous faut disparaître. C'est cela qui ne s'entend pas. Non, nous n'avons jamais dit ça. Voilà. Disparaître. Exactement. Étant donné que nous avons respecté tout ce qu'il fallait faire pour être un parti, moi je souhaite qu'on puisse penser au Bénin qu'il y a quand même un parti qui est dirigé par une femme et qu'on puisse tout faire, vous et moi et les autres aussi, on puisse tout faire pour que ça soit sauvegardé. Comment nous allons continuer par parler des Amazones si dans notre pays, les femmes ne sont pas associées aux prises de décision au niveau politique? On ne peut plus continuer par brandir ce drapeau d'Amazon si l'UDBN disparaît correctement. Je trouve que ce qui s'est passé avec le BR, et vous avez parlé de résurrection à l'entame de, je ne sais plus si c'était dans le débat ou si c'est off. Et je dis si c'est une résurrection, vous savez qui a pu ressusciter. L'histoire de la personne qui a pu ressusciter, c'est l'histoire vraiment originale. Donc, si nous avons ressuscité, c'est que Dieu même a voulu que nous soyons ressuscités. Voilà. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Les législatives sont pour janvier. Il y a toujours cette question, au-delà de l'optimisme BA, il y a toujours cette question, la jauge des 10%. Il n'y a pas de... Nous, on pose des questions, on ne juge pas, mais on se dit de façon naïve, on pose la question de façon naïve, est-ce que vous n'y allez pas pour faire de la figuration? Vous avez jamais vu quelqu'un qui entame un projet penser d'abord à l'échec? Non, pas du tout. C'est pourquoi j'ai dit au début, oui, au-delà de l'optimisme BA. Bon, quand vous dites optimisme BA, c'est de l'optimisme négatif. Vous voyez, quand on parle d'optimisme, il n'y a que le positif qui l'accompagne.
Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'UDBN va à des élections législatives. Ça, au moins, vous le savez. Les donnes ont changé entre-temps. Les donnes ont changé entre-temps, je ne suis pas contre, mais l'UDBN a tout fait. Quand on y réfléchit bien, et quand la masculinité négative ne s'y mêle pas, en réalité, l'UDBN devait être ce que vous voulez, c'est-à-dire un parti qui, comment dirais-je, enfin, comme vous l'entendez souvent. Mais parce que au moins, c'est un parti qui a été éprouvé dans le passé. Il y a beaucoup de mouvements dont les personnes ne sont jamais allées à l'Assemblée nationale. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui sont les plus forts dans les partis où ils sont. Au moins, l'UDBN a une expérience. Et quand vous prenez les acteurs politiques, la plupart d'entre eux ont été militants de l'UDBN, ont été responsables au niveau de l'UDBN et après sont partis. Quand les gens partent, c'est vrai, il faut se poser des questions de savoir pourquoi ils partent. Mais en réalité, il faut faire des analyses fines. Il y a quelque chose qui se passe à l'UDBN qui peut-être ne plaît pas aux gens, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le fait de faire les choses comme cela se doit. C'est le fait de mettre l'intérêt collectif avant les intérêts individuels. Vous imaginez que le simple fait que le président de la République ait choisi une préfète parmi nous n'a pas plu à certains de nos camarades militants. Pourtant, c'est le parti qui a été honoré. Donc voilà des choses qui se passent et qui peuvent faire partie des gens. On veut plutôt être à la place de la préfète. On se demande pourquoi c'est pas nous, pourquoi c'est pas ci, pourquoi c'est pas ça. Oui, bon, ça c'est le lot de toutes les associations d'hommes et de femmes. Hein. Mais bon, j'estime qu'à l'UDBN, il y a des valeurs qui sont... enfin, ça c'est mon avis personnel. Je découvre, et c'est pour ça d'ailleurs que j'y reste, la fidélité, la loyauté, le fait de dire ce qu'on pense de façon directe, même si on n'est pas d'accord avec vous, au moins vous avez l'occasion de le dire. Et quand vous dites des choses en coulisses, c'est su. C'est ça qui est original à l'UDBN. Quand vous faites des choses en coulisses, il y a toujours l'information qui revient et vous êtes mis à nu. Et c'est peut-être ce qui ne plaît pas à certaines personnes. Peut-être on va revenir à la question. Oui, parce qu'on y tient. C'est la question C'est la là plus le jeu, en importante. réalité, c'est le cœur de oui, ce que vous faites. oui, la vérité, oui. Mais bon, après, à un moment, il faut bien aller à l'Assemblée nationale. On ira à l'Assemblée nationale. On travaille pour. Et j'invite les Béninois à nous soutenir. Quand on est béninois, il faut soutenir l'UDBN. Il faut soutenir le seul parti qui est dirigé par une femme. Il faut soutenir ça. Il faut soutenir ça pour que nos filles puissent avoir davantage confiance en elles. Il faut soutenir ça. C'est important de le soutenir. C'est important de montrer au Bénin que les Amazones sont vraiment venues du Bénin. Et ça aussi, c'est un challenge pour le Bénin. Est-ce là l'offre politique que vous voulez proposer? Notre offre n'a pas changé. Nous, à l'UDBN, on souhaite que les conditions des femmes et des jeunes s'améliorent. Au Bénin, que les conditions des jeunes et des femmes continuent de s'améliorer. Et donc, pour nous, être à l'Assemblée nationale, c'est le moyen de continuer de faire les plaidoyers au profit de l'amélioration de ces conditions des femmes et des jeunes. C'est la synthèse de notre offre. Si nous sommes à l'Assemblée nationale, tout ce qui concerne les femmes, nous allons continuer par les défendre. Pas que nous n'allons pas défendre tous les Béninois de façon générale, mais nous allons défendre prioritairement les femmes et les jeunes, parce que quand on fait des statistiques, on comprend bien que les femmes sont les plus nombreuses, que les jeunes actifs sont les plus nombreux, que la dividende démographique qui s'ouvre ou qui s'ouvrira au Bénin dépendra de ces jeunes. Et en fait, nous voulons continuer, parce que l'UDBN a déjà fait la preuve les années antérieures, quand notre leader était à l'Assemblée avec d'autres, pour parler d'éducation, pour parler des conditions de la femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle est présidente de l'Institut national de la femme, donc c'est
on ne peut plus facile pour elle de défendre toutes ces causes dont vous parlez. Peut-être que elle peut, Oui, elle mais peut faire c'est pas, l'économie de ne pas être à l'Assemblée mais ce nationale. n'est pas elle qui va à l'Assemblée nationale, justement. Ce n'est pas elle. C'est d'autres personnes qui portent la même vision qu'elle. Et donc, plus on est nombreux à défendre cette vision, vous comprenez que plus on pourra vraiment ouvrir des portes, ouvrir des oreilles, et plus on aurait obtenu des changements qualitatifs pour le Bénin. Nous ne doutons guère de vos ambitions et que vous croyez en ce que vous faites, madame, mais il faut quand même payer 164 millions, si je ne me trompe, 165 millions, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Mais quand on considère un peu le taux ou le résultat que vous avez eu, lors de l'échéance dernière, je ne sais plus si c'était les législatives ou les communales, voilà, donc lors des communales dernières, tout bon analyste, tout bon observateur, eh bien, va se poser beaucoup de questions. En quoi ces personnes-là croient réellement? Quelle est votre conviction? Il n'y a que vous qui y croyez et que nous qui sommes un peu dubitatifs. Et les élections communales et les élections législatives, c'est deux choses différentes. Les élections politistes quand même. Oui, mais c'est quand même deux réalités différentes. Et on a fait les élections communales il y a 2 ans déjà. 2020. 2020. Bien sûr. Et si vous faites un petit retour en arrière, la formalisation liée aux partis politiques, ça a été une bataille rude. Et ça s'est fait en 2019. Et quelques mois après, il y a eu les élections législatives. Donc, on était dans un moment où les gens nous ont pris, beaucoup de personnes, les gens ne croyaient plus, comme vous le dites là, à qu'est-ce qu'on va devenir parce qu'on ne s'alignait pas rapidement. Mais on n'est pas dans le même contexte actuellement. Nous avons fait du chemin. Des gens nous ont rejoints. Des gens croient davantage en ce que... Et dans ce contexte-ci, les gens croient davantage. Parce qu'il y en a qui sont déçus de je ne sais quoi, mais qui nous rejoignent. On n'a pas besoin de venir étaler ici nos stratégies, mais en tout cas, je continue de le dire, il n'y a que l'optimisme et le travail. Je lui dis bien l'optimisme et le travail qui peuvent nous permettre comment dirais-je, de gagner cette bataille. De gagner cette bataille, d'aller au-devant. Et je crois qu'il y a aussi des militants qui suivent cette émission. C'est un engagement collectif. Si nous gagnons, ils seront également fiers d'avoir participé. Et vous également, parce que moi, je profite de chaque plateau pour dire, si les journalistes veulent aussi qu'on soit là, qu'on aille à l'Assemblée, puisque vous êtes des faiseurs d'opinion. Je pensais que vous vouliez Elle nous voulait recruter. m'enrôler. Non, je n'oserais pas parce que peut-être que vous êtes déjà enrôlé. Mais si vous voulez vos analyses, la façon dont vous présentez l'information liée à notre parti, tout ça, ça permet aux gens d'y croire ou de ne pas y croire. Mais si vous pensez à chaque fois sur vos plateaux, ouf, ils sont tout petits, ils ne peuvent rien faire et tout. Je ne dis pas que c'est votre cas, au contraire. J'apprécie le fait que vous nous ayez invités sur ce plateau pour en discuter. Comme ça ce aussi de corriger les opinions diffusées à tort dans le public. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que j'appellerais la mathématique du terrain. Quel est l'état d'esprit, quel est l'état de vos troupes? Parce que vous étiez dans un projet, vous en êtes sorti sur le terrain. Comment ça se présente très concrètement dans la perspective de ces élections qui sont à quelques encablures? Nous sommes en remobilisation maximale. Vous savez, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé ne nous a pas affectés. Ça, c'est clair. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons eu la langue dure par rapport à ceux qui sont partis. Mais c'est juste que quand vous êtes ensemble et quelqu'un part, est-ce que vous êtes vraiment content? Celui qui part, il a certainement des amis. Et il essaye même de partir avec ses amis. C'est les plus résistants qui restent. Donc, c'est pas facile. Tout le monde vit des émotions, c'est humain. Quand ça se passe comme ça, il faut rebondir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de remobiliser la troupe. Et ce qui est intéressant,
et qui semble être divin, c'est que des gens qui sont partis dans le BR, avant même notre mise ensemble, sont en train de revenir, sont revenus. Des gens qui sont partis parce que nous avons mis fin à l'accord, sont en train de revenir. Vous imaginez ce type de... on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais les gens sont allés là-bas il y a 1 mois ou 2 mois et reviennent pour dire, pardonnez, nous revenons à la maison. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Et nous savons que d'autres personnes vont nous rejoindre, à part ceux qui sont déjà partis, les gens qui sont déçus de part et d'autre. Venez, venez à l'UDBN, nous avons les bras ouverts, donc nous sommes simplement en remobilisation. Est-ce que vous évaluez, justement par rapport à cette remobilisation-là, est-ce que vous évaluez peut-être les forces en position par rapport à vos concurrents pour y aller directement à vos concurrents? Parce que la circonscription que vous maîtrisez la plus, en tout cas, la section dans laquelle vous avez une certaine assise, plus ou moins discutée avec vous aujourd'hui, quand on considère un peu les résultats des élections législatives dernières. Nous n'étions pas aux législatives dernières, c'est justement pour ça. Donc, vous voyez, donc, politiques qui étaient, c'est ça la question. Oui, oui, j'ai compris, mais nous n'étions pas aux législatives dernières, donc il va être difficile de faire une comparaison pour voir si nos forces ont vraiment baissé dans cette circonscription ou pas. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi ça. Nous ne sommes pas seulement forts dans cette circonscription. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Au BR, quand on a commencé par sortir les statistiques que nous avons fait, le nombre de personnes qui ont voté pour nous dans Parakou, mais les gens ont paniqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on commence par sortir les statistiques, attention, même si nous avons eu 2%, il y a des zones où les gens ne s'attendent pas ou ne s'attendaient pas du tout à ce que nous ayons fait de tels scores et nous l'avons fait. Parce que nous avions des représentants qui ont mouillé le maillot, qui ont travaillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons continuer par travailler. Je ne dénie pas notre responsabilité d'avancer. Et c'est ce que nous faisons. Et si nous le faisons, et que nous croyons qu'en travaillant, nous allons réussir, moi, je ne vois pas pourquoi on dirait que nous sommes forts dans une circonscription et qu'actuellement, cette circonscription est discutée par d'autres. Nous sommes en politique, nous sommes en démocratie. Au moment opportun, vous allez encore revenir sur vos plateaux avec nous pour juger. Maintenant, si nous y allons, ce serait l'occasion de voir si nous sommes toujours présents. Nous sommes toujours présentes, si je parle de l'UDBN, dans cette circonscription. Voilà, par rapport il y a certains partis qui sont avancés dans la constitution de leur liste, le dépôt des dossiers. Où en êtes-vous très concrètement à votre niveau, au niveau de l'UDBN? Nous aussi, nous sommes exactement en train de constituer les dossiers. Pour le moment, qui veut être sur la liste de départ fait offre de candidature. Exactement, c'est ce qui se passe actuellement. Vous serez candidate alors? Mon fils, je suppose, que vous allez donner les valeurs en tout cas, les listes sont en train d'être remplies progressivement. D'accord. Alors, on vous a vu prendre part aux différentes activités de cette semaine, la Sénat également avec l'ANIP. Comment vous appréciez tout ce préparatif-là? Comment appréciez-vous tout ce qui se fait justement pour garantir des élections assez crédibles? Je trouve que c'est une bonne chose. Porter l'information aux partis politiques qui sont les cibles des élections, c'est les partis politiques qui vont aux élections. C'est une bonne chose parce que tant qu'on n'a pas la bonne information, on peut suppiter. Donc la Sénat a invité les partis politiques pour leur donner une première idée de leur agenda. Ensuite, ils viendront confirmer. Ça a été l'occasion pour les partis politiques de s'exprimer sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas comprises. Les explications ont été données. Certaines explications vont continuer. L'ANIP a fait pareil. Et je trouve que c'est une belle initiative. C'est comme ça qu'une démocratie est vitale. Parce que
ceux qui sont en train de travailler pour que les élections se fassent doivent interagir avec les personnes qui sont bénéficiaires des élections et pouvoir répondre convenablement à leurs préoccupations pour que cessent les supputations, pour que cessent les préjugés, parce qu'il ne faut pas oublier que dès qu'il y a des élections, on devient suspicieux. Subitement, les Béninois commencent par se méfier l'un de l'autre. Et on transforme ça en manière de vivre. Ce qui marche dans les entreprises, ce qui marche dans les associations, c'est le fait de se faire confiance. Quand vous faites confiance à quelqu'un et que la personne vous dribble, elle sait qu'elle vous a perdu et elle vous a perdu définitivement. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, nous évitions et nous évitons encore jusqu'à aujourd'hui de nous faire confiance, de sorte que nous ne pouvons pas faire des entreprises communes, nous sommes dans des associations qui ne peuvent pas avancer, nous ne pouvons pas produire de la richesse collective, alors que ce qui marche dans le monde entier, c'est de pouvoir produire ces richesses collectives. Donc, ce que les organes font, à mon avis, permettent de réduire les suspicions, permettent d'éviter les intox. C'est ce qu'on dit. Les intox, oui. Et je trouve que c'est, pour l'UDBN, on trouve que c'est une bonne chose. Voilà, je pense que à ce sujet, précisément, tout le monde n'est pas du même avis, parce que quand vous parlez de dribbler, là, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, si on vous dribble, c'est que vous n'intéressez pas à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être que les coûts sont peut-être plus élevés de ce côté-là. Vous parlez de suspicion à juste titre, parce qu'il en a été question au cours de cette dernière rencontre, eu égard aux reproches, en tout cas disons, aux vœux formulés par Éric Rondeté, par exemple, du parti Les Démocrates, qui veut être simplement, pour le dire de façon prosaïque, qui veut être à la table de cette liste, parce que cette liste qui brasse beaucoup de commentaires, qui veut quelque peu un audit de cette liste, parce que, disons-le clairement, il ne fait pas confiance à la NIP ni à la Sénat, et je pense que d'autres partis d'opposition partagent cet avis. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit de ce climat-là? Oui, on aurait aimé que ce soit un autre climat. N'est-ce pas légitime? Oui, je trouve que quelque part c'est légitime, parce que l'honorable Éric disait que l'opposition n'est pas à cette table, et donc il faut qu'on les comprenne, qu'ils soient suspicieux et autres. Ça, c'est clair. Mais il y a une chose qui est claire aussi. L'ANIP, les services qu'offre l'ANIP ont été structurés à partir d'un projet. C'est un projet sous-régional qui permet à des pays d'améliorer l'enregistrement de leurs citoyens. Et puisque c'est cet enregistrement qui après permet de donner beaucoup d'autres services, les services d'éducation, les services de santé, ainsi de suite. Vous imaginez que, je crois que c'est un projet financé par la Banque mondiale. Et quand on parle de Banque mondiale, c'est pas qu'ils financent un projet et qu'ils vont dormir. Ils sont toujours en train de regarder l'assurance qualité du projet, les intrants, les estrants, tout ce que le processus, ils sont toujours en train de regarder ça. Mais puisque nous avons été habitués à un environnement suspicieux, dès qu'il y a des élections en préparation, on ne voit plus tout cet aspect technique de l'ANIP. Et j'ai été d'accord avec le mandataire de l'ANIP qui dit « D'accord, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un citoyen béninois, je fais mon travail avec beaucoup de conscience. Si vous n'êtes pas d'accord, venez à l'ANIP, nous allons faire des tests. » C'est simple. Et donc, si les partis politiques veulent faire des tests, ils ont la possibilité. Il y avait même un représentant de parti politique qui dit que lui, il est un statisticien. S'il est vraiment un statisticien et qu'on lui offre l'opportunité de venir à l'ANIP pour tester, je trouve que c'est déjà un moyen de réduire les suspicions entre les institutions qui organisent les élections et les partis politiques. On a constaté que souvent, dans la fière
comme ça des préparatifs des élections, les partis politiques sont plus orientés justement dans la confection de leur liste de candidatures, dans la mobilisation de leurs militants et autres, et oublient l'arbitre même de ce scrutin. La liste, on ne voit pas pratiquement ces partis politiques appeler, je vais dire, vraiment concrètement, les militants, allez vérifier votre nom sur la liste pour que le jour J, vous ne vous retrouviez pas à vous balader dans la ville parce que peut-être votre nom s'est retrouvé sur une autre liste dans un autre arrondissement. On ne constate pas réellement cette présence des partis politiques alors que la LEI, comme je le disais, est la vie. Bon, je pense que nous sommes nombreux comme partis politiques à le faire, mais ce qui se fait, c'est souvent sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, si vous checkez, vous allez voir chaque parti envoyer des liens pour dire attention, allez regarder, allez voir les affichages, entre telles choses, vous allez voir là où. Beaucoup de partis politiques sont en train de le faire. Peut-être qu'il n'y a pas, comment dirais-je, des activités publiques organisées, parce que ça aussi, ça a un coût. Et si on doit s'y engager, c'est qu'il faut le faire sur toute l'étendue du territoire. On profite des réseaux sociaux peut-être pour le faire, mais je suis d'accord avec vous que les partis politiques doivent travailler davantage à ça. Parce que si on a des militants qui n'ont pas, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est dommage. Ils auraient beau voulu être des nôtres, mais ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire à temps. Parce que quand on descend sur le terrain pour constater la mobilisation autour de l'actualisation, plutôt de la consultation de ces fichiers-là, il n'y a pas du tout d'affluence. C'est ceux qui y tiennent réellement qui vont. Alors que je vous ai vu à la NIP, je pense bien c'était le jeudi, le mandataire disait qu'il y a une liste résiduelle qu'il faudrait être consulté, que les citoyens doivent consulter pour être sûrs de se retrouver sur la ligne qui sera transmise, je pense bien, à la Sénat le 28 octobre, si ma mémoire est bonne. Oui, bon, c'est un peu ça. Je pense que la NIP a prévu réafficher les listes. Donc, à ce propos, peut-être que les partis politiques devraient saisir la balle au bon moment maintenant pour aider leurs militants à faire le geste utile. Vous avez fait une belle remarque, mais je pense qu'il y a toujours une opportunité. Moi, je me suis rapprochée du mandataire de l'ANIP. Il n'avait pas répondu publiquement à ma question, mais je pense que ça lui avait échappé. Et je lui avais demandé, mais vous avez parlé des transferts. Les transferts se faisant en ligne. Moi, je m'interrogeais sur le cas de nos femmes analphabètes qui sont dans les villages, qui n'ont pas accès à l'Internet et tout. Et donc, en offre, il m'a répondu qu'au niveau de chaque arrondissement, il y a toujours un agent de l'ANIP qui est positionné et qui peut aider les femmes à faire leur transfert si elles sont dans le désir d'être transférées d'un centre à un autre. Toujours par rapport à ces préoccupations formulées par Éric Ondété du Parti des démocrates, il demande aussi un droit de regard sur le choix même des assesseurs des bureaux de vote, ceux qui seront présents pour, disons, gérer un peu toutes ces opérations de vote. Est-ce que vous comprenez aussi cette préoccupation-là ou qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que tous les partis allant à ces élections-là devraient avoir un droit de regard, quand bien même les tests ont réglé toutes ces questions en amont? Oui, je pense que ça ne va pas être différent, même si formellement vous n'avez pas un papier pour être parmi les assesseurs. Je pense que ce qui se passe à chaque élection, c'est que les représentants des partis sont là et peuvent vérifier tout ce qui s'est fait à partir des dépouillements, à partir du remplissage des documents. Personne n'a jamais interdit à quelqu'un d'être présent. Maintenant, être assesseur. Il parlait des recrutements oui, opérés par... oui, et je pense que si on positionne, je ne sais pas, il y a peut-être, je ne sais pas combien de partis iront aux élections, mais si on veut positionner
les gens qui sont compartimentés par parti dans certains endroits, vous imaginez, les suspicions vont grandir davantage parce qu'il y aura des endroits où l'autre ne sera pas présent. On va dire que c'est fait à dessein, c'est un peu compliqué. Moi, j'estime qu'il faut donner la possibilité à chaque parti qu'en dehors de ce qui va se faire de façon formelle par les assesseurs, les partis politiques soient responsabilisés pour la veille. Parce que si on ne veille pas, on ne peut pas continuer par prêter des intentions aux autres, quoi, à mon avis. Alors, on va aborder quelques questions d'actualité à présent, après avoir parlé de la politique, de la vie de l'UDBN et tout, après le bloc républicain. Cette semaine, les députés ont donné carte blanche au chef de l'État de pouvoir suspendre une peine à travers la relecture du code pénal. Vous, en tant que parti qui soutient les actions du gouvernement et au vu de tout ce qui s'est dit quand la proposition a été faite et annoncée en Conseil des ministres, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a entendu beaucoup de critiques dire que c'est un pouvoir suprême qui sera accordé au chef de l'État, ingérence dans le judiciaire, etc. Comment vous appréciez ce code qui a été revu? Je vais donner un exemple tout simple. Quand on envoie des gens en prison, on le fait à titre correctionnel. On voit pas, c'est d'ailleurs pour ça que la peine de mort a été abolie dans plusieurs pays du monde et que le Bénin finalement également a dit pas de peine de mort chez moi. Donc, quand on envoie quelqu'un purger une peine, on le fait pour que la personne prenne conscience, moi je suis travailleuse sociale à la base, donc c'est ma posture, que la personne prenne conscience que ce qu'elle a fait n'est pas bien et qu'il lui faut quand même, comment dirais-je, subir le coup de la loi. Mais quand on dit qu'on révise le code pour donner le pouvoir au président de la République de dire telle personne qui était en prison, qui devrait faire 5 ans ou qui devrait faire 10 ans, si cette personne formule la demande d'être vraiment libérée pour des raisons sociales et humanitaires, le président de la République pourrait lui accorder ça. Je ne vois pas en quoi on est en train de donner du pouvoir, plus de pouvoir à un président. De fait, c'est un pouvoir en plus. En fait, on permet au président de devenir plus humain. C'est ça la vérité. Et le président Patrice Talon, quand il faisait sa campagne, moi je l'ai suivi, j'ai eu l'occasion d'aller avec les responsables de mon parti plusieurs fois. Et quand il parle de la prison, vous comprenez que ce monsieur, contrairement à tout ce qu'on peut penser de lui, a un visage humain. Il dit, vous allez dans nos prisons, vous voyez comment c'est compliqué d'y vivre. Non, ça, il faut que ça cesse. Ça veut dire qu'il sait que la prison, là, ce n'est pas le lieu idéal pour les citoyens du Bénin, même s'ils ont fait des erreurs. Et qu'il pense plutôt que quelqu'un qui dit donnez-moi une chance de me refaire est capable de faire mieux les choses. Pas de se refaire, d'aller se soigner, par exemple. Bon, d'aller se soigner, si c'est une raison sociale, c'est une raison humanitaire. Mais j'estime qu'on donne un pouvoir d'être plus humain à un président de la République. Et puisque le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir juridique, du pouvoir exécutif, si on ne met pas ces types de balises, quand le président, même s'il a vraiment un cœur trop grand, il veut sauver quelqu'un qui est en prison, il ne le peut pas. Parce que le pouvoir exécutif ne le permet pas. Parce que personne ne lui a donné le pouvoir de regarder cet aspect de la chose. C'est comme ça, naïvement, et en fonction de mon travail, que je l'ai dit. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ont fait la prison et tout, mais pour nous, c'est la rééducation de ces enfants-là qui est primordiale. Si on les garde en prison, dans 5 ans,
quel type de citoyens ils seront pour le Bénin. Donc, j'estime que cette révision qu'on a apportée à cette loi-là, pour moi, c'est du positif. Parce que généralement, il ne faut pas être dans la suspicion. Il ne faut pas penser qu'on fait quelque chose pour... Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire, ce type de pouvoir, si ce n'est que pour lui? Oui, si c'est pour aider quelqu'un, si c'est pour... vous pensez, si vous n'avez jamais eu un parent en prison pendant 2 ans, pendant une année, vous comprendrez que c'est une décision... On ne le souhaite pas. Je ne présume pas, on ne va pas présumer sur ce plateau de ce que le chef de l'État, de comment le chef de l'État pourrait user de ce pouvoir ou pas. Mais vous conviendrez avec moi que quand on parle spécifiquement de cet aménagement, de ce complément, ce n'est pas les jeunes que vous côtoyez dont on parle. Tout le monde s'est emballé tout de suite on pense directement à ceux qui sont en prison, aux politiques et qui sont en prison pour des faits de droit commun ou des faits encore plus graves. Donc beaucoup s'inquiètent, au-delà de ce pouvoir supplémentaire que d'aucuns pointent, d'ouvrir la possibilité de quelques arrangements entre amis, de quelques aménagements de peine pour faire sortir tel, pour contenter tel autre. Voilà, c'est ce sur quoi les suspicions portent très précisément. Oui, c'est tout à fait normal que les gens pensent que c'est un pouvoir de plus. Mais dans la vie, si un pouvoir peut faire un petit bien, il faut dire oui à ce petit bien qui peut se faire grâce à un pouvoir qu'on vous donne. Et il faut aussi croire que celui à qui on donne un pouvoir de faire le bien devient plus que responsable de ce pouvoir qu'on lui a mis dans la main. Si ce pouvoir qui est donné, si vous voulez, au président de la République, s'il l'utilise à faire du bien à nos citoyens, il en est totalement responsable. Mais s'il l'utilise pour ce que les gens peuvent imaginer, il en est également responsable. Moi, j'estime quand même qu'à ce niveau-là, c'est l'humanité du président de la République qui sera mise en exergue. Que ce soit celui qui est au pouvoir actuellement, que ce soit un autre président qui va venir après lui. En fait, c'est l'humanité de celui qui est le chef suprême, c'est son humanité qui est éprouvée. Au-delà de tout calcul politicien. Au-delà de tout calcul politique. Maintenant, en quoi ce serait gênant si des gens que vous appelez des gens qui sont des prisonniers politiques bénéficient ça n'existe pas dans notre pays. Exactement. Exactement. Donc, même les suspicions, si c'était même pour ces genres de choses, en quoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais si on donne de la chance à quelqu'un d'avoir une liberté provisoire, parce qu'en fait, c'est une liberté provisoire. Si la personne si la personne montre un nouveau visage de sa personne, si la personne fait les choses mieux, vous savez, moi, je suis une chrétienne, une fervente alors, et je me dis, quand on te donne, tu as mal fait. Et comme il y a des lois qui disent, quand tu as mal fait, on doit te punir, et qu'après, en tant que mère, on diminue ta punition, qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le message qu'on est en train de t'envoyer? C'est un message de nous t'aimons, nous voulons vraiment que tu changes. Et parfois, ça donne des résultats au-delà même de ce qu'on espère. Ça libère un peuple et si on fait ce genre d'action dans un pays, ça procure de la paix. En réalité, c'est plus profond que tout ce que nous disons. Voilà. Dans le sillage de cette loi, il y a 7 cours tant attendus devant statuer des affaires foncières. Est-ce que vous poussez un ouf de soulagement comme la plupart des Béninois? Parce qu'on le sait, ces affaires-là empoisonnent la vie, en tout cas de la collectivité. Pour vous, très concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on ne déplace pas simplement l'affaire, quand bien même on consacre
des magistrats spécialement pour cela? Est-ce que ça va éviter les compromissions, les conflits d'intérêts, parce que c'est une cour différente? Qu'est-ce que pour vous ça change, cette cour spéciale? Ça devrait changer beaucoup de choses. Quand on voit les statistiques liées au conflit foncier dans notre pays, on pourrait applaudir cette décision. Cependant, pour que l'opérationnalisation de la Cour soit effective et qu'elle profite à tous les Béninois, c'est qu'il faut nécessairement trouver les passerelles entre les cours qui existaient, les tribunaux qui s'occupaient de ces questions-là. Il faudrait trouver la passerelle pour que un dossier qui était déjà de l'autre côté, on trouve le modus vivendus pour que ce dossier vienne à la cour, qu'elle soit traitée avec diligence et que les coûts soient réduits pour les citoyens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de pouvoir rapprocher les justiciables, ceux qui auraient besoin, comment dirais-je, que la cour, cette nouvelle cour qui est créée puisse leur apporter de l'aide, que cela soit vraiment de façon rapprochée, que je ne puisse pas venir de Paracourt à Cotonou, faire 3 jours, 1 semaine, sans pouvoir rapidement et facilement obtenir gain de cause. Donc, une chose est vraie, la cour, elle a été créée, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut nécessairement trouver les passerelles parce que quand on parle des conflits fonciers, il y a beaucoup d'intérêts aussi derrière. Oui, justement, tout ma question, parce que je parlais de conflits d'intérêts, je parlais de malversation. On sait que ces affaires durent en moyenne, selon les statistiques, une dizaine d'années. Donc, peut-être parfois des requérants ont eu le temps de trépasser. Donc, au-delà de cette décision qui a été prise et que tout le monde applaudit, le reste maintenant, c'est la probité des hommes, la probité de ceux qui jugent. Est-ce que vous pensez réellement que... oui, voilà. Ce qui est sûr, il y aura une question de diligence, puisque les dossiers vont venir certainement directement. Certains citoyens vont continuer par se perdre et c'est là que l'information, la sensibilisation doit être au top parce que si la personne se perd, elle dépose d'abord son dossier dans un tribunal ordinaire, c'est après on s'est ri, on dit non, c'est pas ici qu'il faut donner, il faut retourner jusqu'à Cotonou, ainsi de suite. Donc il faudra le temps de la sensibilisation. Il faut le temps de la sensibilisation. Ce qui est sûr, ça va permettre de faire plus de diligence. Les affaires là ne vont plus durer 10 ans, 12 ans. On va avoir peut-être une réduction de la durée de résolution de ces conflits. Mais il va y avoir aussi encore au début quelques goulots d'étranglement. C'est comment une affaire dans laquelle des gens étaient impliqués, des gens peut-être ont été corrompus, va maintenant passer de l'autre côté avec toutes les peurs de ce qu'on a déjà pris en griffe. Je n'appelle le nom de personnes dans ce type de dossier. Il faut trouver le modus vivendus, oui, le mécanisme. Et je pense que c'est sur le mécanisme qu'il faudra vraiment travailler pour que cette cour puisse véritablement aider à résorber cette question de conflit foncier dans notre pays. Voilà, si tu le permets, on va rester sur cette question de la justice en parlant cette fois de corruption. Ces derniers jours, on a été, disons, il y a deux institutions assez importantes qui ont été, on va dire, frappées pour des malversations présumées. On parle de la NIP, cas de fraude sur les actes, et plus préoccupant, ce fonds, le FNDA, pour le moment, c'est des accusations, c'est des malversations présumées au plus haut niveau de cette institution. Est-ce à dire que des années après, malgré tout le dispositif, malgré l'effort avéré des gouvernants pour, disons, extirper de la collectivité ce mal de la corruption, il y en a encore qui... On trouve quand même le moyen voilà,
la corruption. Oui. Bon, vous avez dit vous-même que c'est des présumés, hein, c'est des présumés corruptions. Et il faut qu'il y ait un jugement pour qu'on sache si c'est vraiment de la corruption. Mais au-delà de ça, Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous surprend? bon, en termes de surprise, je ne suis pas vraiment trop surprise parce que je me dis, avant, il n'y a pas de semaine où on entendait qu'il y a eu matière de corruption et tout. On entend ça de moins en moins et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société et que même si on souhaite que l'État disparaisse automatiquement, et il y a toujours des tas qui résistent et sur lesquels il faut continuer par travailler. Mais moi, j'estime que, bon... Vous pensez qu'on a pris la lutte par le bon, vu que ça persiste alors? Bon, ça persiste, bon, mais les cas ne sont plus récurrents comme avant. Et on est dans une société. Tout le monde ne peut pas changer au même moment. Et ce qui est appréciable dans notre système actuel, c'est que puisqu'on sait que les changements sont difficiles à opérer par les humains, surtout les changements de comportement, à chaque fois que les humains résistent au changement, il y a le dispositif qui est là pour les rappeler à l'ordre. Oui, justement. C'est plutôt ça qu'il faut apprécier. Oui. Voilà. Parce que d'aucuns avancent que malgré ces malversations, encore une fois, présumées, c'est la preuve que le système fonctionne parce qu'on arrive à raisonner à temps, à arrêter à temps. Exactement. Et faire découvrir à temps. En tout cas, de gros efforts sont faits. De gros efforts sont faits pour arrêter la saignée. On a mis en place un système d'alerte maximale. Et c'est ça, c'est comme de la surveillance. Et quand on parle de la surveillance, c'est que bon, on met les pions, on fait des choses de telle sorte que quand ça va mal tourner, on soit rapidement au courant. Et je pense que c'est très dissuasif ce système-là qui est mis en place. C'est toujours important que les personnes qui sont concernées puissent répondre, démontrer qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur reproche et qu'ils en sortent idem. C'est souvent le souhait de tout chacun. Voilà, peut-être qu'on va finir la dernière ligne droite de cet entretien. On va peut-être parler de la vie des populations, de la vie chère. Nous sommes depuis le début de cette année dans un cycle inflationniste dont le Bénin se remet petit à petit parce que quand on prend les derniers chiffres, même dans l'espace UEMOA, nous sommes, l'inflation recule au Bénin. Il y a un léger recul, les prix des produits de première nécessité sur le marché connaissent quelque peu, disons, une accalmie, en tout cas la montée. Vous mettez ça sur le compte de quoi, très précisément? Bon, d'abord, j'observe que nous avons un système d'alerte en matière économique qui fait ses preuves. Pendant la Covid, vous avez vu les prouesses du Bénin. Et l'inflation, comme vous le savez, elle est mondiale. Avec la crise en Ukraine, on a compris que tous les pays du monde peuvent être impactés aussi vite qu'on ne le croyait. Face à ces crises, Covid, crise économique liée à la guerre en Ukraine, moi je trouve que le Bénin fait des efforts. Le Bénin fait des efforts de contrôler le marché, de faire en sorte que nous puissions toujours y aller. C'est vrai que pour certains, c'est plus difficile d'y aller. Quand l'inflation est à un niveau, même si elle recule, on le sent et c'est plus compliqué. Mais il faut reconnaître que le Bénin a mis en place un système d'alerte qui permet de réagir au fur et à mesure. Mais ça ne va pas empêcher l'inflation parce que l'inflation
elle est mondiale, elle est régionale. Il y a aussi les nombreux projets prévus dans le PAG qui vont permettre ou qui permettent progressivement de maîtriser cette inflation. En matière d'agriculture, tout ce qui est prévu, si on arrive à le faire, il y aura inflation dans le monde entier, mais le Bénin réussira toujours à contrôler cette inflation-là de la manière la plus indiquée que possible. Ce qui est important et que à l'UDBN nous pouvons dire et continuer par dire, c'est que il y a toujours une population résiduelle pour qui, lorsque l'inflation fait surface, pour qui vivre ou survivre devient un peu plus compliqué. Et c'est peut-être sur cette population qu'il faut faire un focus. C'est vrai qu'il y a le projet H qui prend en compte ces personnes, mais le souhait, c'est que la vanne ou le nombre de personnes à prendre en compte par le projet H puisse rapidement galoper, parce que tant qu'il y a des problèmes économiques, tant qu'il y a des problèmes financiers, le lot des personnes vulnérables, le lot des personnes pauvres se gonfle, et ces personnes-là sont en attente d'être prises en charge par l'État, et c'est leur droit, parce que l'État a le devoir de venir en aide aux plus vulnérables dans sa communauté. Voilà, madame, merci bien à vous. Nous allons vous laisser certainement le temps de clore cet entretien, mais peut-être, à moins que vous aviez d'autres préoccupations majeures. Alors, sur deux questions sur lesquelles vous n'êtes pas revenu, les critères sur lesquels vous voulez vous baser pour confectionner vos listes, et également aujourd'hui le rôle que joue Madame Prudencio dans le parti, parce que je pense qu'elle est présidente d'honneur. Sous le on a vu les présidents d'honneur qui sont très peu actifs sur le terrain aujourd'hui. Elle est au front, elle fait de la mobilisation. Quel est son rôle aujourd'hui, où elle a simplement repris le parti en main? À la limite, on voit qu'elle. Non, donc vous ne me voyez pas. Non, on vous voit aussi. On vous voit aussi. On vous voit aussi. Les critères, je ne pense pas les étaler ici, parce que chaque parti... Non, il n'y a rien de secret, mais... Tous les partis qui passent par ici évoquent les leurs. Je ne sais pas si vous voulez faire un tableau autour des vôtres. Je pense... Un choix. Oui, c'est bien sûr un choix. Et c'est bien sûr un choix, mais pour porter quelqu'un, on est dans un parti politique, on sait généralement pourquoi on veut porter telle ou telle personne à un poste électif. Quant à la seconde question, vous savez, aux grands mots, les grands remèdes. Quoi qu'on dise, le leadership de quelqu'un peut influencer tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens ont dit dans ce pays que Mme Koldine Prudencio est à la retraite politique. Et ça, entendu par les communautés, c'est fragilisant. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues à la politique. Il y a beaucoup de groupes de femmes qui sont venues parce qu'elle était là. Vous comprenez un peu? Parce qu'on la voyait. Oui. Mais il y a une influence positive. D'accord, mais pardonnez-moi, ce n'est pas de la faute des gens de penser qu'elle était en retraite politique, parce que ça a été acté. Elle a opéré un retrait à un moment donné du parti. Elle n'était que la présidente d'une heure. Justement, à cette jeune équipe, on vous a eu à ce sujet. Oui, voilà. Oui, mais... Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens de penser que Mme Prudencio s'est mise en retrait. Non, ce n'est pas ce type de retrait. Je ne parle pas de ça. Quand elle est comment dirais-je... Elle a été nommée... Non, je ne parle pas. Justement, c'est de sa nomination que les gens parlent. Et non du fait qu'elle est devenue, comment dirais-je... présidente d'honneur, c'est pas de ça. Quand elle était présidente d'honneur, on pouvait la voir, on pouvait l'inviter, ainsi de suite. C'est quand elle est devenue présidente de l'INF que les gens ont colmaté ces rumeurs. Ce n'est écrit nulle part dans les textes de l'INF qu'elle ne peut pas faire de la politique. Comme ce n'est écrit dans aucun texte d'un ministère, qu'un ministre là n'a pas le droit de faire de la politique. C'est bien sûr un mandat, comment dirais-je, gouvernemental, mais ça n'a jamais empêché pas suspensif de celui politique, peut-être. Pas suspensif de celui politique. C'est vrai qu'elle a voulu, au début, faire en sorte
de porter toutes les femmes du Bénin. Et vous connaissez les femmes avec leurs suspicions. Elle s'est dit, ah, si on me voit encore sur la scène politique, on va peut-être penser que je ne suis pas avec toutes les femmes du Bénin. C'est un peu ça. Et c'est ça aussi la valeur que cette femme-là porte. Elle voulait que les gens ne mélangent pas tout de suite sa casquette de présidente de l'INF avec la casquette qu'elle avait avant pour porter toutes les femmes. Mais qu'on l'utilise contre elle, ce sont ces manœuvres-là qui ne sont pas bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle a alors repris le parti en main, simplement. Elle a toujours... Le parti en main. Elle est toujours avec son parti. Elle est toujours... Comment je vais dire, de son parti, elle y tient, elle veut que ça grandisse, elle ne veut pas que ça meure. Et c'est important, un parti politique ne s'arrête pas en 2023. C'est aussi ça. Et elle se dit, mais pourquoi tout ce que nous avons fait pendant 2 décennies durant, pourquoi est-ce que ça peut partir en fumée? Travailler, est-ce que c'est elle qui va toujours profiter des fruits de ce parti-là? Non. Mais quand même, quand vous avez construit quelque chose et que vous voyez que par des manœuvres, les gens sont prêts à vous enterrer, alors que vous êtes encore vivante, vous allez accepter de mourir de cette façon? Non, justement, c'est d'où la légitimité de notre question. Oui, votre question est légitime. Madame Claudine Prudencio, elle est toujours de l'IDBN. Elle reste une personne influente à l'IDBN. Si on veut détruire l'IDBN, je pense qu'elle va se représenter pour montrer à celles ou à ceux qui croient encore en elle qu'elle est là et que les gens peuvent venir. C'est très important. Je vais finir en demandant qui veut du mal à l'IDBN. Parce que c'est revenu plusieurs fois, on veut détruire l'IDBN. Qui veut du mal à l'IDBN? Moi, je parle des informations qu'on colmate. On a vu des gens sur des réseaux sociaux dire elle ne peut plus faire de la politique. Des gens qui ont martelé ça. Vous savez, la communication, c'est un couteau à double tranchant. Si on te dit... Quand nous avons rencontré les femmes à nouveau, c'est ce qu'elles ont dit. On a dit que est-ce que c'est normal? Parce qu'on veut prendre un peu de l'électorat de l'autre, on va donner des informations erronées. Personne n'a de prise sur un électorat. Oui, mais c'est le sens de toutes les réformes qui ont été opérées pour améliorer le système partisan. Il n'y a pas de titre foncier, comme le dirait l'autre. Il n'y a pas de titre foncier, mais il faut que les gens utilisent des informations qui sont vraies. Est-ce que pardonnez-moi, est-ce que ce faisant, de la manière dont vous le rendez, est-ce que ce n'est pas un peu naïf de votre part que de penser, alors que vous êtes dans ce milieu il y a un bon bout de temps, de penser, que ces manœuvres-là vous surprennent ou vous affectent, alors qu'on est en politique et à la limite, on va dire... Vous devez vous y attendre en réalité. Non, nous on a pensé que avec le système partisan, les gens allaient devenir plus sérieux. Quand même. Qu'est-ce qu'on cherche avec le système partisan? Dites-moi. Qu'il y ait un peu plus de valeur en matière politique. Que des gens n'aillent pas dire le contraire de ce qu'ils ont négocié. Que les gens n'aillent pas mentir pour dire non, ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est plutôt ainsi. Sans pouvoir jamais le dire devant vos caméras. C'est ce qui est dommage. Voilà, nous allons peut-être finir là-dessus. Je vous remercie pour l'honneur que vous avez fait à l'UDBN de nous inviter sur ce plateau. Vraiment, merci pour vos questions. Ça nous a permis... Parce que quand les journalistes posent des questions, c'est au regard de tout ce que les citoyens disent en back-off. Ouais. Donc, nous avons entendu, nous allons aussi tirer des leçons de tout ce que vous dites. Nous allons rebondir et pour nous, le Bénin doit gagner. Et nous allons continuer à travailler à ce que le Bénin gagne. C'est notre challenge, que le Bénin gagne et que le Bénin soit un pays où les femmes, les jeunes et les adultes de façon générale sont en paix et puissent subvenir au minimum de leurs besoins. C'est ça, le Bénin révélé aussi. J'espère, sans vouloir t'empêcher de conclure, jeunes, vieux, jeunes et femmes, j'espère qu'il n'y a pas de discrimination des vieux dans votre parti.
Non, pas du Parce tout. qu'à aucun moment vous ne les avez appelés. Vous avez Non, parlé j'ai d'adultes. dit- j'ai dit, voilà, adulte. Adultes, oui. Adulte, tout simplement. Tout Ça vous simplement. dédommage? Adulte. Quand on parle d'adulte, c'est tout le monde, mais on met en avant quand même les femmes et les jeunes parce que souvent les femmes et les jeunes sont mis en retrait, c'est leurs besoins qui ne sont pas pris en compte et nous travaillons à ce que ces besoins soient pris en compte. Pas que les gens ne les prennent pas en compte exprès, mais les gens ne segmentent pas suffisamment pour montrer que les besoins là sont assez spécifiques. Mais être jeune, c'est quoi? C'est à partir de quand? En tout cas, selon l'Union africaine, être jeune, c'est avoir 18 ans et 35 ans. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Valérie Idessou. Vous êtes la secrétaire générale du parti UDBN, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche que j'ai eu le plaisir d'animer avec François-Xavier Noumont, que vous allez d'ailleurs retrouver juste derrière cet entretien. Gardez vos positions d'écoute parce que, bien évidemment, ce programme se poursuit.